Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Sommes-nous tous devenus des spéculateurs en puissance, des micro-capitalistes? Parfaitement, répond Pierre-Yves Gomez dans un livre Coup de poing. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes professeur à l'EM Lyon, directeur de l'Institut français de gouvernement des entreprises et vous publiez L'esprit malin du capitalisme, des clés de Brouwer. Alors Halloween est passé, malin en gras, le diable capitaliste est-il désormais en nous? Alors chacun va pouvoir entendre malin comme il entend. Malin, ça peut vouloir dire à la fois rusé. Le capitalisme, il y a un esprit du capitalisme qui est un esprit rusé. Et puis, il y a peut-être aussi du mal, de la malignité. Donc là, je laisse chacun jouer sur les deux. Voilà, le livre qu'il entend. Esprit du capitalisme renvoie à une grande thèse, vous savez, de Max Weber, qui explique qu'il y a un esprit du capitalisme qui a été très fortement on va dire, orienté, construit par le protestantisme au XVIe siècle, XVIIe siècle. Et ce que j'essaie de montrer là, c'est l'inverse. C'est notre façon de vivre les comportements au quotidien qui crée un esprit, et c'est en ce sens qu'il est malin, cet esprit, parce qu'il nous embarque tous. Il nous pervertit ? En tout cas, il nous embarque dans un dessein collectif qu'on n'a pas choisi individuellement. Alors, dans ce livre, vous dites en fait que chacun de nous, sans le savoir, est devenu un spéculateur au quotidien. Vous dites que la spéculation, en fait, a envahi tous les champs de la société, l'économie, l'immobilier, mais aussi notre vie quotidienne. Alors, elle a commencé par l'économie parce que, au milieu des années 70, on a décidé d'orienter l'épargne publique vers les marchés financiers. Pour des bonnes raisons, d'ailleurs, comme toujours, hein, les décisions sont faites pour donner raison. Là, en l'occurrence, c'était pour éviter qu'on prenne trop de risques, et donc pour diversifier le risque des épargnants, on place son argent en capital des entreprises. Les retraites aux États-Unis, notamment aux États-Unis, 1974. Ce qui a apporté énormément de capitaux aux entreprises américaines, et dans tous les pays du monde ont dû s'aligner sur les Américains pour attirer aussi des capitaux pour leurs propres entreprises. Donc de proche en proche, même les pays qui n'avaient pas un système par capitalisation, comme on dit, ont été obligés d'orienter l'épargne publique, notre épargne, vers les placements financiers, et notamment le capital des entreprises. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de capitaux, énormément de liquidités dans le monde, et très peu d'entreprises qui en profitent. Donc il faut faire tourner l'argent. Et pour faire tourner l'argent, il faut spéculer. C'est-à-dire qu'il faut anticiper que le capital va augmenter de manière magique, parce qu'il va y avoir des disruptions, parce qu'il va y avoir des grandes nouveautés incroyables. L'innovation. Des innovations qui vont vraiment changer totalement la société, à tel point qu'on peut anticiper que le capital va exploser, même si les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Ça, c'est vrai au niveau de l'économie. Et de proche en proche, cet esprit s'est diffusé à toute la société. Alors l'immobilier, par exemple, ça veut dire quoi? J'achète une maison, elle a un montant. On fait un crédit. Ça veut dire que la spéculation, c'est que dès lors que l'on a une dette, on mise sur le fait que pour la rembourser, le capital, le patrimoine qu'on a acquis va prendre tellement de valeur que cette dette sera sans importance. Le passé sera effacé. Il sera effacé par la puissance de l'avenir. Exemple, on achète un bien, alors à Paris ça tombe très bien, on achète un bien immobilier, en général on a juste l'argent qu'il faut pour l'acquérir, mais évidemment on mise sur le fait que les prix vont continuer d'augmenter et que donc on pourra rembourser. Ou en tout cas qu'on pourra être à l'aise. Donc même le simple particulier qui achète un bien immobilier aujourd'hui dans les pays occidentaux fait un pari sur l'avenir, c'est-à-dire qu'il fait le pari que son patrimoine va augmenter plus vite. Pari souvent réussi, c'est pas mal. Alors, pari réussi parce que comme tout le monde anticipe que ça augmente, et donc nous courons après une augmentation infinie. La spéculation se nourrit d'elle-même, se nourrit de croyances en fait. Tant que nous croyons que les prix peuvent augmenter, que la valeur du capital peut toujours augmenter, ça continue d'augmenter, et on court après, vous voyez, cette promesse mirifique. Donc la spéculation se nourrit d'elle-même jusqu'à ce qu'évidemment on n'y croit plus. Et vous écrivez notamment la fièvre du chiffre a transformé l'entreprise en tableur qui a gagné toute la société. Alors, vous, l'originalité de votre livre, et vous avez d'ailleurs été critiqué par certains en France, c'est de partir au ras des pâquerettes, comme disent certains, pour ne pas citer Éric Zemmour. Vous dites au contraire, il faut partir à échelle d'homme et non pas constamment rester sur les grandes théories économiques, idéologiques. Pourquoi? Alors, moi, ce que j'essaie de faire dans tout ce que j'écris, c'est de comprendre l'économie à partir de ce que nous vivons et pas à partir de ce que des idéologues nous expliquent de ce que nous devrions vivre.
Donc ça peut paraître aura des pâquerettes si tant est que nous serions des pâquerettes. En tout cas, pour moi, c'est à hauteur d'homme. Il n'y a pas plus haut qu'à hauteur d'homme. À hauteur d'homme, c'est ce que vivent les personnes qui nous écoutent, ce que nous vivons dans notre quotidien. Ça fait l'économie. Donc, c'est à partir de là que j'essaie de comprendre comment nous sommes entrés, tous, dans cette spirale spéculative, cette attente d'un avenir qui va effacer toutes nos dettes. Comment nous sommes entrés à notre hauteur. Mais où est le libre arbitre dans tout ça? Alors, effectivement, nous sommes embarqués parce que nous nous imitons mutuellement. Vous anticipez que les prix vont augmenter, donc j'achète, ça fait augmenter les prix, vous vous dites bah oui, les prix augmentent, et donc ça continue infiniment. Donc effectivement, on peut avoir l'impression, et on a, effectivement, c'est une réalité, nous sommes emportés par cette logique d'un capitalisme fortement spéculatif. Le libre arbitre, il est partout en fait. Le libre arbitre, il est d'abord dans la prise de conscience que j'appelle prendre la parole. La prise de conscience du fait que notre vie, c'est pas exactement ça non plus. On vit l'amitié, on vit l'amour, on vit la vie de famille, on vit beaucoup de choses qui n'appartiennent pas à ce mouvement économique dans lequel on voudrait nous enfermer et dans lequel nous enfermons nous-mêmes. Il y a encore des choses épargnées, sans faire de mauvais jeu de mots. Alors. Énormément des choses épargnées, tout à fait. Non, mais je le dis en souriant parce que vous dites par exemple que même la santé, notre capital santé, on spécule dessus. Même l'écologie, dites-vous d'ailleurs. Pourquoi? Alors, on spécule sur notre capital santé. Vous savez, vous lisez des magazines, vous parlez du capital bronzage. Il faut augmenter son capital bronzage. Le mot capital, d'ailleurs, a été utilisé aujourd'hui pour toutes choses de choses. Hein, capital santé, capital bronzage, capital sommeil, capital évidemment humain. Donc nous spéculons pour essayer de tirer le meilleur parti du capital, mais surtout en anticipant qu'il va se passer des choses magnifiques, l'augmenter, voilà, une transformation de l'humanité telle que nous allons dépasser tous les investissements, tous les efforts, toutes les dettes que nous avons consentis pour être ce que nous sommes. Alors, effectivement, nous sommes pris dans cette logique. Est-ce qu'il y a un libre arbitre? Dès lors que nous prenons conscience que ce n'est pas tout ce que nous vivons. Bien sûr qu'on peut miser sur son capital santé, mais quand on est dans les hôpitaux, c'est pas ce qui se passe. On va rencontrer des personnes, on va avoir des relations de solidarité, d'affection, et c'est ça qui fait la vraie vie. Alors je n'oppose pas la vraie vie au capitalisme, je dis simplement que pour se sortir des logiques spéculatives, des idéologies en fait, qui nous impliquent, qui nous entraînent à vivre ce que nous devons vivre, ben, il y a à reconnaître ce que nous vivons réellement. Je regardais tout à l'heure en attendant sur votre antenne ces personnes qui sont dans un centre à Montreuil, et je me disais voilà, on peut les observer comme des migrants avec des grands principes, des grandes idées, et d'une certaine façon il faut le faire, bien sûr, mais on a là des personnes. Un d'entre eux disait nous sommes des êtres humains, voilà, revenir à ça. Alors encore une fois, on peut appeler ça arrêt des pas de crête, mais tout à l'heure, vous avez cité disruptif, ça passe aussi par le vocabulaire, innovation, changement, vous avez cité le mot capital. Alors, vous dites à hauteur d'homme, tout de même, il y a des théories, vous citez notamment les Chicago Boys, groupe d'économistes chiliens des années 1970, formés à l'université de Chicago aux États-Unis, influencés par Friedman, par Arberer justement. Quand vous voyez ce qui se passe au Chili, quand vous voyez les Gilets jaunes, quand vous voyez tous ces mouvements sociaux, pourquoi descendent-ils dans la rue? Quelle est la prise de conscience? C'est de dire justement, je ne peux plus croire en cet avenir radieux qui va effacer le passé, mes dettes et mon mal-être d'avant? Malheureusement, je ne crois pas. Je crois en tout cas, si j'observais les Gilets jaunes en France, les mouvements sociaux aujourd'hui ne sont pas tirés par un autre avenir radieux ou ils sont tirés par ce sentiment de malaise par rapport au fait que toutes ces promesses, on sent bien qu'elles ne vont pas être tenues. On sent bien que ce n'est pas ça ce que nous vivons, mais aussi ce que nous allons vivre. Donc, c'est ça qui motive une inquiétude. Mais pour autant, ce qui fait descendre les personnes dans la rue, en tout cas pour ce que j'ai vu en France, et je vais en rester là, pour les Gilets jaunes, c'est le désir de rester dans le monde spéculatif, de pouvoir avoir assez de capital. C'est ça, mais le désir d'y rester parce qu'on sent un risque de ne plus pouvoir y rester. Exactement, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès lors qu'on se sent potentiellement exclu, il ne s'agit pas de dire mais en fait pourquoi je vivrais dans ce monde-là? Pourquoi on n'inventerait pas un autre monde? Pourquoi simplement on ne vivrait pas dans le vrai monde, celui qui est, encore une fois, le monde des solidarités, le monde de la vie au quotidien? Mais c'est pas ce qu'on se dit. Ou plutôt, on ne se dit pas que ça. On se dit aussi, mais quand même, si j'avais plus de pouvoir d'achat, je pourrais
et on a entendu dans ces discours, acheter davantage. Je pourrais spéculer davantage sur les nouvelles technologies, parce que vous comprenez, je n'arrive pas à acheter à mes enfants les derniers téléphones mobiles, les derniers ordinateurs. Et donc, c'est très ambigu. Ce sont des mouvements sociaux qui sont puissants, qui sont sporadiques, comme ça, très puissants, et en même temps, qui s'effritent assez vite, faute d'alternatives. Ouais. Mais quand on vous entend, on se dit qu'il y a un côté aussi utopique, c'est un peu facile de vous la sortir, mais est-ce qu'au fond, vous n'appelez pas à ce qu'on appelle la décroissance qu'est-ce qui vous différencie au fond de ceux qui prônent, voire même comme l'ancien ministre écologiste Yves Cochet que nous recevions récemment, et qui prône justement la collapsologie, je crois, ça s'appelle, d'aller vivre retiré Alors moi, je crois que je ne prône justement pas l'utopie, mais exactement l'inverse. Ouais. Ce que je prône, si je prône quelque chose, c'est de revenir encore une fois à ce qui est vraiment. Ouais. Ne nous laissons pas contaminer par des discours économiques qui nous font croire que la disruption, la croissance, la transformation de la vie passe par la technologie et l'économique. Revenons à ce que nous vivons réellement. Donc c'est l'inverse de l'utopie, c'est l'hyperréalisme. Le concret. Absolument, l'hyperréalisme que je prône. Revenons à ça. Alors, collapsologie, je ne crois pas à la catastrophe pour demain. Elle est déjà là, la catastrophe. Elle est déjà, voilà, les crises, nous les vivons déjà. Le monde est en train déjà de changer. Et il faut se le réapproprier à partir de ce qu'il est, à partir de ce que nous sommes. Merci beaucoup Pierre-Yves Gomez d'être venu sur notre plateau pour nous parler de l'esprit malin du capitalisme, édition des Clés de Brouwer. Merci beaucoup. Merci à vous.